Ce n'est un secret pour personne, encore moins une hypocrisie pour un touriste qui arrive pour la première fois au Cameroun. L'état désastreux de nos hôpitaux, mais surtout le sort réservé aux malades dans ces structures hospitalières inquiète. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre thème cet après-midi « Traitement des patients dans les hôpitaux ». Parlons-en. Et justement, pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai Christian Loka, qui est président de l'association Action pour l'humanisation des hôpitaux. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon après-midi et bienvenue. Je vous remercie, bon après-midi. Voilà. Et j'ai de l'autre côté Gilbert Elenzana, journaliste dans une radio de la place. Je ne sais pas si je dois la citer. Bon après-midi et bienvenue. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. Hein. C'est toujours un plaisir. Merci Audrey, merci à SIV pour l'honneur que la chaîne me fait en m'invitant à ce plateau et surtout pour venir discuter d'un sujet d'intérêt extrêmement général parce que je sais que vous m'avez invité peut-être parce que vous imaginez que nous avons l'habitude de faire le terrain. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, vous avez l'habitude de faire le terrain et vous avez certainement des choses à dire, tout comme Christian Loka qui est sur ce plateau. On aurait dû avoir un médecin normalement sur ce plateau, mais bon, il a désisté à la dernière minute, on ne sait pas trop pourquoi, mais on va essayer de faire sans, de toute façon. Voilà. On a Christian Loka qui est là, donc je crois qu'il aura beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, la première question sera posée à vous, Gilbert Elenzana. Que pensez-vous du traitement administré aux malades dans nos hôpitaux? Je dois d'abord dire que quand on parle de l'hôpital, vous savez, tout le monde le sait, il faut que ceux qui nous écoutent sachent que quand on dit hôpital, c'est que c'est un endroit où un patient, lorsque vous partez de chez vous, vous allez espérer avoir guérison si vous êtes malade. Donc, de prime abord, on ne va pas à l'hôpital pour ajouter le stress ou pour aggraver la maladie. On va à l'hôpital pour chercher guérison. Donc, si on va à l'hôpital, on sait évidemment qu'on sera accueilli par un personnel et qui va apporter des solutions à votre problème. Ce que je pense, c'est qu'il y a de la part de la petite expérience de reporter que je suis, c'est encore des données, parfois il y en a des patients qui vont vous dire qu'ils sont bien accueillis, il y en a qui vont vous dire qu'ils sont mal accueillis, donc tout dépend des conditions et surtout du contexte dans lequel le malade va à l'hôpital. Donc, de prime abord, je ne peux pas déjà prendre une position ferme pour l'un ou pour l'autre cas. Mais je sais que si vous avez pensé à ce sujet, c'est qu'il y a un problème. Il doit y avoir certainement un problème, puisque depuis un certain temps, il y a des plaintes. Je me souviens d'il y a exactement 2 semaines dans un hôpital de la place, donc je parle de Douala, où une famille a fortement accusé le personnel de cet hôpital de négligence. Je me souviens aussi l'un de vos anciens collaborateurs qui avait pratiquement également accusé un hôpital également de la place, non loin du siège ici de STV, de négligence d'avoir été à l'origine du décès de son épouse. Vous vous souvenez peut-être de que je parle. Donc ça note quand même parfois des tensions qui existent entre les patients et l'hôpital qui est censé. Il doit avoir certainement un malaise. Mais moi, j'ai aussi vécu des expériences particulières sur lesquelles je vais certainement revenir. Mais de prime abord, on ne va pas à l'hôpital pour aller aggraver sa maladie, pour aller mourir. Et puis les hôpitaux dont le personnel a été formé pour cela n'a pas été formaté pour donner le stress, pour aggraver la maladie, mais surtout pour porter guérison. Ils sont mieux placés d'ailleurs pour comprendre la problématique. Si vous avez pensé à ça, on va essayer de revenir sur un cas, 2 ou 3 cas oui, bien sûr, pratiques. vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous donner des cas pratiques. Vous avez dit que vous-même, vous avez vécu des situations. Alors, moi, ça intéresse aussi ceux qui nous regardent. Vous aurez l'occasion de nous raconter ça tout à l'heure. Alors, question Loka, d'où vous vient l'idée de mettre sur pied votre association? Et puis, quel est le but? Oui, avant d'arriver à votre question, oui. Permettez-moi de revenir sur la maltraitance. Lorsqu'on parle de maltraitance dans les hôpitaux, je voudrais qu'on dise traitement, parce que maltraitance c'est un peu fort. Dans le traitement réservé aux patients dans nos hôpitaux. Maintenant, si vous dites que vous parlez de maltraitance, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai pas parlé de maltraitance en tout cas. Allez-y. Ok, de toutes les façons,
Lorsqu'on parle maltraitance, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et donc, ça veut dire que le traitement dont vous parlez, il y a eu un couac quelque part. C'est pour ça qu'on parle de maltraitance. Mais la maltraitance n'est pas simplement physique. C'est vrai qu'au sein des hôpitaux, elle est également physique, mais elle est surtout psychologique dans nos hôpitaux. Et donc, pour revenir à la question, pour dire que s'il y a eu également création de cette association, c'est parce que nous aussi, nous avons vu qu'il y a des dysfonctionnements, j'aimerais appeler ça comme ça, dans les hôpitaux, que la relation entre le personnel de santé et le patient, cette relation n'est pas toujours saine, n'est pas conviviale. Oui. C'est pourquoi nous avons mis sur pied cette association pour ouvrir à nouveau le dialogue dans cette famille, parce qu'il s'agit d'une famille, ce sont des gens qui sont, je veux dire, condamnés à vivre ensemble. Oui. Maintenant, il faut aplanir les différences, c'est pourquoi nous avons mis cette association sur le pied. En réalité, nous également, nous pouvons parler de maltraitance, mais surtout ce qui est plus important, c'est qu'on arrive à quelque chose de consensuel, quelque chose d'assaini. Vous avez parlé de dysfonctionnement, hein. C'est parce que vous avez observé des dysfonctionnements. Qu'est-ce que vous appelez dysfonctionnement? Concrètement, vous parlez de quoi? Alors, dysfonctionnement, simplement parce que, voyez-vous, les personnels de santé ont des droits. Ils ont un code éthique, etc., et qui est scrupuleusement respecté. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais les malades aussi ont des droits. Maintenant, ces droits ne dépendent pas des malades. Ce sont les autres qui respectent les droits des malades. Et lorsqu'on parle de dysfonctionnement, c'est parce que justement, il faut respecter les droits des malades, mais ces droits ne sont pas toujours respectés. Et à partir de ce moment, donc, on peut parler de dysfonctionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les droits ne sont pas respectés, vous voulez dire qu'il y a des abus? Il y a des abus. Il y a des abus, d'accord. On va revenir sur vous tout à l'heure. Gilbert Elizana, force est de constater quand même que le premier contact du patient avec l'hôpital ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Les visages des infirmières sont généralement crispés. Des fois, les patients sont méprisés. C'est ce qu'on observe dans certains de nos hôpitaux ici. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des expériences vécues. J'ai vécu un cas particulier pour étayer votre argument. Donc, pour dire que j'ai vécu cela, je serai obligé de citer l'hôpital à Quintine de Douala, où un individu a dû casser. De prime abord, on ne comprenait pas. On avait d'abord pensé que c'était quand même sur l'effet de la dose, parce qu'il n'était pas sain. Il venait quand même d'une cérémonie festive, donc d'une soirée arrosée. Et ils avaient été victimes d'une agression. Il était accompagné de son épouse, une dame expatriée. Alors, il aurait constaté, par exemple, que ceux qui l'avaient accueilli à l'hôpital avaient demandé qu'il passe d'abord à la caisse payée, comme cela se doit, puisque c'est cela la règle dans la plupart des hôpitaux. Je pense juste ce cas, même si il s'est avéré après qu'il ne devait pas se rendre justice en cassant, par exemple, le matériel de l'hôpital, puisqu'il en avait vu, c'était un samedi. Alors, en se rapprochant, je m'étais retrouvé sur ces lieux parce que j'allais faire notre reportage. Alors, j'ai posé donc des questions. Comment est-ce que l'accueil des malades se fait, par exemple, dans un hôpital comme celui-là que je connais, qui essaie d'ailleurs, qui a un plateau technique, l'un des meilleurs, il faut le dire. C'est vous qui le dites, hein? Non, je crois que je parle sous le contrôle de Christian Loca, qui sait ce que je dis puisque ça a été présenté. C'est l'un des meilleurs plateaux techniques. C'est pour cela que c'est des dotations étrangères qui ont fait de cet hôpital qui a une capacité d'accueil assez vaste, puisque c'est un hôpital qui accueille beaucoup de patients. C'est pour ça qu'on a doté d'un bon plateau technique. Je ne sais pas pour faire la publicité de l'hôpital à Quintine. Tu parlais bien de la Quintine. Voilà. Mais il y a beaucoup de plaintes aussi. Oui, maintenant, c'est pour ça que j'en reviens. Maintenant, ces cas, des gens se sont plaints, vous vous souvenez également qu'il y avait un ticket qu'il fallait acheter à l'entrée avant de se voir prendre en charge. Et dans cet hôpital, on m'avait expliqué à l'époque, parce que ça remonte, je crois, il y a 2 ans, où il y a eu cet incident, et que c'était les malades qui arrivaient là, vous avez des brancardiers qui arrivent, que vous soyez à bord de votre véhicule personnel ou d'un taxi, on vient chercher le malade, on le conduit pour le premier échange avec le personnel qui est là, et ensuite
il doit acheter un carnet, c'est comme ça que cela s'achète. Mais à l'époque, que vous ayez de l'argent ou pas, on vous offrait un reçu que vous allez déposer à la caisse et l'hôpital vous administrait les premiers soins. Je dois dire que, d'après mes derniers recoupements, ça ne va plus se passer ainsi, puisque il y aurait eu une décision de la hiérarchie de l'hôpital et qui aurait demandé que ces pratiques soient interrompues. Vous imaginez donc ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre en charge. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, on vous prend carrément en charge avant qu'on ne fasse appel à l'un des membres de votre famille pour pouvoir venir vous accompagner parce qu'on en a besoin. Mais de plus en plus, je prenais juste ce cas pour dire que de plus en plus, dans la plupart des hôpitaux, ce n'est plus forcément cela. Quand vous arrivez, la première des choses, c'est qu'on vous demande au minimum pour payer le carnet. Et ça, avant même la prise, le début des soins. Il faut absolument, si vous n'avez pas ce minimum, sachez que il faudra absolument que quelqu'un vienne payer. Je crois que c'est ça qui fait le plus de problème. Oui, c'est ça qui fait le problème. C'est déplorable parce qu'en réalité, est-ce que la santé du patient ne devrait pas passer avant l'argent? C'est-à-dire que quand on est face à un cas, on prend d'abord en charge ce patient-là, ce malade-là, et après, on discute des affaires d'argent. Oui, c'est le souhait. Mais je vous dis donc qu'au niveau de la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Je l'ai vécu, là, je vais vous surprendre, je l'ai vécu également dans un autre hôpital où il y a environ un mois où j'allais rendre visite à un patient du côté de Nilon où j'ai trouvé une famille en train de tempêter. En train de tempêter parce que j'estimais que ceux qui prenaient la charge du malade ne suivaient pas bien le malade, puisque derrière les ordonnances qu'ils ont prescrites et les produits qui ont été achetés, le malade n'était pas suivi comme il le souhaitait. Alors j'avais posé la question à quelqu'un de cette famille pour lui dire que est-ce que vous avez la compétence pour juger peut-être le personnel médical qui lui les formait. Ils estimaient que le malade n'était pas suffisamment suivi au vu de l'évolution et la dame est finalement décédée. Il y a eu des mouvements après dans cet hôpital. Il y a eu des mouvements après parce que cette famille accuse l'hôpital de négligence. Donc je dis que tout dépend des cas. J'ai vécu également en discutant avec quelques personnels de l'hôpital dont je viens de parler tout à l'heure, l'hôpital à Kinsine-Douala, où on a également déploré le fait que parfois il y a des malades qui arrivent. Des malades qui arrivent lorsqu'ils ont fait le tour de certains hôpitaux, où il n'y a pas eu un bon suivi. Parfois le malade arrive à un moment où, la plupart du temps, quand ils ont eu des problèmes, c'est que le malade arrive, il ne reçoit même pas les soins qu'il décède avant même qu'il ne soit pris en charge. Donc parfois la famille s'en prend à l'hôpital en disant que c'est de la négligence. Donc pour dire que ce n'est pas toujours, le malade qui est en avant, puisque d'après, il travaille selon le règlement intérieur de l'hôpital, selon les prescriptions de la hiérarchie. Ça veut dire que quand le malade arrive, la première des choses, c'est d'abord de se diriger vers la caisse, vous achetez le carnet, vous êtes déjà arrivé à l'hôpital. C'est comme ça que ça se passe. Vous achetez le carnet, mais c'est cela que les familles camerounaises n'acceptent pas et ne comprennent pas que l'argent passe avant le patient qui a d'abord besoin de soins et qui a besoin d'être sauvé. Mais moi, je pense que le premier problème, la problématique, pour moi, qui est la plus importante, c'est au niveau de l'accueil. Parce que l'accueil, en lui seul, constitue, d'après les statistiques, de 25% pour que le malade puisse même trouver la guérison avant même qu'on lui administre les soins. Donc, je crois que c'est ça qui fait le plus problème dans les hôpitaux. L'accueil. Comment est-ce qu'on accueille les malades? On accueille les malades en leur demandant d'abord un peu d'argent. Si vous êtes accidenté, vous n'avez pas d'argent dans vos poches, ça veut dire que vous êtes appelé à mourir. Si vous n'avez personne qui peut acheter les premiers produits ou sacrifier au rituel, si je peux appeler ainsi, les premiers éléments pour qu'on vous prenne en charge, vous allez mourir. Le plus problème. Mais on ne peut pas mettre en doute la qualité du personnel médical. Et qu'on s'est d'ailleurs bien formé d'après tout ce que nous avons convivé. Non, je crois qu'il faut nuancer. C'est pour ça que nous n'allons pas présenter les hôpitaux comme étant avec un visage inhumain totalement, parce qu'il y a des gens aussi qui trouvent satisfaction. Il y a des gens, sinon les hôpitaux allaient fermer, sinon on allait, les gens, si la situation était si désastreuse, il n'y aurait plus d'hôpitaux. Négative de ce qui se passe. Mais la réalité, c'est ce que nous sommes en train de décrire. Alors, question locale, j'aimerais avoir votre avis sur la même question. L'accueil dans les hôpitaux. Est-ce que vous recevez souvent des plaintes des personnes qui vous approchent dans le cadre de votre association pour vous dire, pour décrier ci ou ça?
Bien entendu, si nous disons que nous ne recevons pas des plaintes, c'est que nous ne sommes pas en train de dire la vérité. En réalité, il y a des plaintes, il y a eu des plaintes et il y en a encore. Mais vous savez, lorsque vous êtes face à ce genre de problème, généralement les patients, lorsqu'ils avancent, lorsqu'ils disent des choses, c'est vrai. Ce sont des faits, ils sont têtus comme... Mais qu'est-ce qui revient tout le temps? Vous recevez des plaintes, qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est là. On se plaint de l'accueil, du suivi médical dans les hôpitaux? Généralement, les plaintes arrivent lorsqu'il y a cassure quelque part. Je veux dire quoi? Je veux dire que lorsqu'on a commencé le parcours dans le système de soins, on a commencé ce parcours et qu'on arrive quelque part et... À la fin, je veux dire, à la fin peut-être on paie l'être cher. La plupart du temps, on se plaint gravement. Lorsqu'il y a, par exemple, un membre qui a sauté, par exemple, je veux dire, lorsqu'on commence le traitement, on commence le système de soins, il n'y a pas de problème. Généralement, il n'y a pas de problème parce que les petits problèmes liés à l'accueil, des petits problèmes au déplacement, au paiement, parce qu'on vous dit, par exemple, vous êtes ici, on vous dit allez à 2 km pour aller payer. Vous voyez, vous devez marcher étant déjà affaibli psychologiquement et physiquement la plupart du temps. Donc, à ce niveau, les gens supportent. Il n'y a pas de problème. Mais ça commence à déranger lorsque il y a le chirurgien qui doit venir opérer, mais qui traîne, il n'arrive pas parce qu'il veut un peu d'argent. Et finalement, on arrive au pire. Et là, les plaintes éclatent. Donc on a eu à magasiner énormément d'émotions et à la fin on éclate. Donc les gens se plaignent, les gens arrivent vers nous pour se plaindre lorsqu'il y a, je vous prends un cas, je ne vais pas citer l'hôpital, il y a eu, je veux dire, un monsieur, il y a eu une opération, le monsieur a été opéré, on lui a demandé, il a dépensé au total 800 000 francs. Oui. Et après l'opération, 2 jours, 3 jours plus tard, il a commencé à, je veux dire, son ventre a commencé à enfler. Donc, il y a eu quelque chose qui n'allait pas bien. Et donc, la famille a commencé à se plaindre. Et le médecin a dit à la famille d'aller voir ailleurs, que lui, il a fait ce qu'il avait à faire et que le reste ne lui engage pas. Et donc, la famille, face à l'urgence, la famille est allée dans un autre centre hospitalier et tout s'est bien passé. Mais lorsque on nous a rapporté le fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à voir les documents qui attestent que le monsieur a été interné dans tel centre, et voilà, et il y a une contre-expertise en quelque sorte dans l'autre centre et tout. Mais qu'est-ce que la famille nous a dit? La famille dit non, vraiment c'est très compliqué, vraiment maintenant il faut laisser, nous ne voulons pas de problème et tout. Il y a ça. Il y a eu des cas de violation des droits également dans un autre centre hospitalier où nous étions obligés de mettre les deux parties autour de la table. Pour dire vraiment, si on va très loin, ça sera très compliqué, il faut arranger à l'amiable. Donc nous faisons face à ce genre de problème, nous rencontrons ce genre de problème. Mais ce qui est plus important, c'est que les uns et les autres gardent l'image de l'hôpital, c'est-à-dire l'humanisme. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que l'hôpital garde son caractère humain. Et malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas dans la plupart des hôpitaux. Mais avec la complicité, même parfois des dirigeants, même si c'est une complicité tacite. Parce que lorsque vous arrivez dans un centre hospitalier, vous avez d'abord affaire au personnel de santé, au personnel, mais il y a l'administration. Alors, généralement, il y a des plaintes. Il y a même des boîtes à suggestions qui sont là et des plaintes vont dans ces boîtes. Mais je vous dis que par expérience, ces plaintes ne sont pas traitées. Ne sont pas traitées. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, le problème revient aussi bien au personnel de santé qu'à l'administration. Il n'y a pas de problème. Donc, on prend ces papiers et tout, on les froisse et on continue. Donc, il y a problème. À quoi ça sert donc de mettre des boîtes à suggestions? Bien, je crois que c'est pour... C'est juste pour la forme. Pour la forme, peut-être. Non, il faut dissuader. Il faut donner l'impression. L'impression, oui. Il faut donner l'impression aux populations que vos plaintes sont prises en considération. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont également des boîtes de suggestions, mais je ne sais pas si quelque chose a changé. Elles ne sont jamais visitées. Oui, mais en même temps, je veux juste ajouter à ce que Christian venait de dire, que justement, les problèmes naissent lorsqu'il y a un problème, effectivement, à la fin, lorsque la suite est fatale. Et tous les cas auxquels je venais de vous faire allusion, ce sont des cas qui sont soldés par des morts d'hommes. Mais
au départ, les gens supportent, mais on se plaint quand même. Je vous le dis parce que j'ai vécu une expérience il y a quelques mois. Je suis allé également accompagner un malade. Alors, j'ai posé des questions. Alors, les gens ont été formés. Alors, les gens sont payés pour administrer des soins. C'est que j'étais arrivé à payer une autre dans un hôpital de la place. Et puis, on me faisait savoir que tous les actes, en tout cas commis par le personnel, étaient facturés. Étaient facturés, oui. Étaient facturés. Alors, j'ai blagué avec un ami qui est dans cet hôpital en disant que, mais finalement, vous êtes payé pourquoi? Oui. Alors, s'il faut injecter un malade, s'il faut prendre l'attention au malade, on vous facture cela à la fin. Et ça le médecin fait même la ronde, on facture. Voilà. Et ça ressort, oui. Et ça ressort sur la facture. Ça m'avait quand même dérangé. J'ai quand même posé la question. J'ai dit, mais ça veut dire que si mon malade avait passé pratiquement 4 à 5 jours, alors tous les jours où on faisait la ronde, on lui prenait l'attention, on l'injectait, on facturait cela. Je me suis quand même posé beaucoup de questions qu'à la fin, si vous n'avez pas d'argent, je blaguais. Et j'ai trouvé que ce n'était pas assez bienséant qu'un malade qui va dans un hôpital, c'est encore un hôpital public. Je suis obligé de donner l'indication ici, c'est un hôpital public. Donc, je suppose que la première des choses, c'est que au lieu d'aller dans les cliniques, on va dans les hôpitaux publics parce qu'on estime quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut avoir à des coûts assez considérables. Mais, et quand vous arrivez à vous facturer les injections, les prises de tension, j'ai dit bien tous les actes posés, tout est facturé sur la facture. Et ça, j'ai payé. Alors, j'ai pris un autre cas dans un autre centre, mais cette fois, un hôpital privé. Je me suis retrouvé avec une dame qui allait accoucher. Alors là, la dame est en travail. Vous savez ce que c'est parce que vous êtes une mère d'enfant. La dame est en travail. Alors, je me dis que le personnel de cet hôpital va d'abord conduire le patient rapidement au bloc. Mais on vous dirige d'abord vers la caisse. On vous dit, payez d'abord ceci. Alors, je pose des questions, mais pendant qu'on va payer, prenez rapidement le malade en charge. Ça, c'est des exemples. C'est des choses qui peuvent se gérer après, puisque le malade ne va pas. Parce que je vous dis, le malade est là. Ça, j'ai également interpellé la dame qui nous recevait. Je lui ai dit, madame, prenez d'abord le patient, vous voyez que cette dame est en travail, elle est en train d'accoucher. Comment est-ce que vous me dirigez d'abord, vous nous dirigez d'abord vers la caisse pour aller payer? Entre la vie de cette dame et le bébé qu'elle porte, et ce que vous réclamez, qu'est-ce qui est plus important? On dit non, il faut d'abord payer. Maintenant, le reste là. Alors, tout a été payé, mais sauf que le lendemain, il fallait faire le laboratoire. Le laboratoire n'a pas été fait. Toute une journée, 2 jours. Alors, je suis revenu dans cet hôpital pour dire, mais il y a un malade ici que je suis. Tout a été payé, les factures sont là. Mais le laboratoire n'a pas fait son travail. Vous imaginez, alors c'est des éléments comme ça qui font parfois que vous avez l'impression que les patients exagèrent. Non, c'est des réalités qui se vivent au quotidien. S'il y a un problème, ça devient plus grave. Mais à la base, les gens se plaignent. Les gens se plaignent beaucoup plus de l'accueil. Les gens se plaignent du fait que l'argent passe avant les soins. La santé, alors, le malade a besoin de quoi? Le malade a besoin de la guérison. Le malade vient et il a espoir que là où il va, c'est qu'on va lui donner la guérison. Alors si dans un premier temps, vous l'angoissez, vous le stressez davantage, vous pouvez vous imaginer. Donc moi, je dis, moi, la problématique, c'est d'abord au niveau de l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille les malades dans les hôpitaux? Parce qu'avant de lui administrer les soins, vous vous souvenez quand même, lorsque vous allez vous-même à l'hôpital, rien que le regard du médecin, la main qu'il vous pose, parfois en vous posant quelques questions, vous avez le sentiment que même sans vous avoir administré des soins, c'est un bémol pour vous. Vous avez le sentiment que la maladie est en train de régresser. Moi, je l'ai vécu quelquefois, j'accompagnais ma fille qui était malade. Je sentais qu'elle était malade, moi j'avais peur. Mais le médecin pose la main et dit, ça va, Raphaëlla. Est-ce que finalement, il a estimé que peut-être parce qu'on avait anticipé en l'amenant à l'hôpital, peut-être elle a juste eu un petit malaise et que ça allait. Je vous rappelle que nous sommes repartis sans que l'enfant ne reçoive les soins. On a pris la température, elle était normale et tout le reste là. Mais comme nous, je sentais que l'enfant chauffait à la maison.
Voilà un exemple. C'est-à-dire le médecin pose la main, il dit ça va, l'enfant répond oui, ça va, et tout ça. Même vous-même. C'est ce que je dis, que nos hôpitaux, l'action que mène Christian Locaille et son association, nos hôpitaux doivent d'abord avoir le visage humain. C'est de cela. S'il y a les plaintes, c'est parce que les gens se rendent compte effectivement que le malade passe en seconde position. Ce qui passe avant, c'est l'argent. C'est l'argent. Alors, il paraît, il se dit que la situation est plus alarmante dans les hôpitaux publics, où de nombreux mots sont décriés, tels que la corruption, le manque d'appareils médicaux fiables, le manque du personnel, qualité douteuse des médicaments souvent prescrits par les médecins, la mauvaise qualité de l'accueil, ce dont vous parlez depuis le début de cette émission, la lenteur dans l'exécution des soins. Apparemment, dans les hôpitaux privés, ça se passe un peu mieux. Disons que ça se passe un peu mieux parce qu'également, c'est cher. Ne nous voilons pas les yeux entre la clinique et l'hôpital public. D'à côté, vous savez que c'est 2 poids, 2 mesures. Tout le monde connaît les coûts qui sont pratiqués dans les cliniques. C'est pour cela que les soins, la qualité des soins aussi est différente de celle qui se fait dans les hôpitaux publics. Et je voudrais vous rappeler que la plupart des promoteurs des cliniques travaillent d'abord dans les hôpitaux publics. Mais la différence, c'est parce que dans les cliniques, privé, c'est un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher. Donc du coup, on prend un peu plus soin du patient. Ce que vous avez relevé comme corruption, c'est également des réalités. Mais je dois dire que c'est des réalités parce qu'il faut maintenant aller chercher à savoir quelles sont les conditions de travail du personnel. Pourquoi il y a la corruption dans les institutions publiques, par exemple, les institutions hospitalières publiques? Les conditions de travail. Est-ce que vous vous allez rapprocher du personnel? Oui, parce que c'est d'abord un journaliste, peut-être que vous n'avez pas, il ne vous l'a pas révélé. On n'avait pas cette information. Lorsqu'il y a eu les grèves, par exemple, dans les hôpitaux, vous savez que nous avons quand même posé le problème. Comment est-ce que des gens qui sont dans un domaine aussi sensible que l'hôpital, qui doivent soigner, peuvent travailler dans des mauvaises conditions? Les salaires, quand ils existent, sont des salaires de catéchistes. Les conditions de travail sont exécrables, ils n'ont pas d'avantages et autres là. Vous allez donc voir que la plupart du temps, lorsque un personnel travaille dans ces conditions, les gens ont tendance à se faire payer par des pratiques de corruption. On escroque le malade, on pose des actes où on a forcément besoin d'abord de se faire un peu d'argent dans les poches. On s'intéresse à un malade que lorsque parfois il vous a donné un petit... et quand il n'a rien donné, on l'abandonne carrément. Et quand il n'a rien donné, mais je dis qu'il faut toujours avoir de la nuance, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est pas de dire que tout ce qui s'est fait là-bas, ça se fait de la même manière, parce qu'il y a des gens, il y a des médecins, des personnels... Il y a encore des professionnels, oui. Il y a encore des personnes responsables dans ce milieu. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses, comme dans toutes les professions d'ailleurs. Comme dans tous les domaines, dans tous les métiers. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes des intellectuels, nous avons le devoir de nuancer. Mais pour expliquer ce que vous avez démontré tout à l'heure, c'est que les gens font ce pratique parce qu'ils travaillent dans les mauvaises conditions. Lorsque vous voulez combattre un mal comme la corruption, vous devez aller tuer la cause. Vous allez chercher les causes. À la racine. Donc, les causes de la corruption, parfois, peuvent être lointaines, peuvent également être immédiates. Quand je parle de lointaines, je vais donc regarder parfois la formation de ce personnel et parfois donc le traitement réservé à ces personnels. Donc, nous n'allons pas attaquer sans aller regarder la racine. La cause. Donc, c'est ça qui explique un peu pour moi la tendance à la corruption de certains personnels. Je dis bien de certains personnels, parce que moi, je suis allé quand même dans les hôpitaux parfois, même les choses dont je vous parlais tout à l'heure, on m'a jamais demandé de donner d'abord 2000 ou 3000 pour regarder le malade. J'espère que ce n'est pas parce qu'on me reconnaît, mais chaque fois que moi je suis allé avec des malades, je vois quand même un personnel qui s'est précipite. C'est peut-être parce qu'on vous reconnaît, vous savez. Mais le seul hic, c'est quand on vous dit, s'il vous plaît, passez d'abord rapidement à la caisse. Moi, c'est ça qui fait problème pour moi. Alors, question Lucas. Les hôpitaux privés, les hôpitaux publics. Oui, en réalité, pour continuer dans le même sens, lorsqu'on parle de formation sanitaire privée, il ne s'agit pas simplement des cliniques. C'est vrai, dans les cliniques, le coût des prestations est élevé, mais il y a une catégorie de formation sanitaire privée qui, est-ce qu'on va dire, échappe au contrôle de l'administration? Non.
parce que rien ne peut échapper au contrôle de l'administration lorsqu'elle est décidée. Mais il y a une catégorie donc, de formation, des centres de santé qui naissent dans des quartiers. Oui. Ça fait partie du privé, tout ça. Mais, voyez-vous, les Camerounais se soignent là-bas, mais il n'y a pas du tout. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. La formation. Je veux dire, il y a un questionnement sur la formation, les équipements, l'emplacement même de tous. Vraiment, je ne sais pas si vous faites souvent des tours dans ces centres pour voir où des Camerounais se soignent, parfois à moindre coût. Oui. À moindre coût, mais ça fait partie du privé. Donc, vous voyez que le problème va même toucher l'administration, je veux dire, les pouvoirs publics globalement. Parce que si on laisse que les Camerounais se soignent dans ces conditions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas simplement au niveau des hôpitaux, même au niveau de l'administration. Quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas laisser, chaque fois on nous dit il y a des centres fictifs, il y a une action du ministère de la Santé, tout, mais rien ne se passe sur le terrain. Rien ne se passe sur le terrain. Il y a des gens, moi je vais vous dire, pour mettre sur pied cette association, entre autres motivations, on a quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonjour. Bonjour, là j'aimerais parler des hôpitaux. Oui, on vous écoute. Moi je dis c'est juste question des volontés des médecins. Oui. Parce que déjà, j'étais à l'hôpital, dans une clinique, le médecin, il se comporte bien, le patient est bien accueilli et tout, on prend soin de toi. Mais déjà, j'ai perdu le contact de la clinique, je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai trouvé. Malheureusement, pour le médecin, il ne reconnaissait pas. Et l'accueil était franchement différent. Je ne sais pas trop, elle était même agressive, si je peux me permettre d'utiliser ces termes. Je veux dire, déjà, au Cameroun, déjà, ça dépend de la volonté de nos médecins. S'ils veulent s'occuper des patients normalement, ils peuvent le faire. Elle est pressée quand elle est à l'hôpital, il faut vite faire pour aller retrouver sa clinique. Moi, je dis, c'est pas normal. Il faudrait que nos médecins se mettent à la place des patients, Oui, il faudrait qu'ils comprennent déjà que nous venons là, c'est pour un traitement. Et quand le monsieur disait, il arrivait à les chercher, et juste l'effet de parler avec le médecin, il était guéri et tout. C'est l'effet blues. Déjà, quand le médecin te traite bien, tu as l'impression d'être guéri. Même si tu as le mal diminue juste parce que le médecin a pris soin de toi. On est bien accueilli. Dit au Cameroun un appel de cœur à tous nos médecins. Prenez soin de vos patients. Et de tout ira, même s'il faudrait qu'on aille à l'hôpital, il faudrait qu'on aille dans la clinique, juste prendre soin des patients, c'est tout. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Et merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Tout ce qu'elle a dit revient à ce qu'on dit de ce que vous dites. Depuis le début de ce débat, elle a parlé d'accueil agressif dans un hôpital. C'est quand même catastrophique. C'est le début de la guérison. Je vous l'ai dit tout dépend, en fait, tout part de l'accueil. Je vous ai dit que c'est le début. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la problématique de l'accueil. Donc, elle a juste ajouté de l'eau à notre moulin. Tout part de l'accueil. C'est le début de la guérison. Je vous dis, le premier contact avec l'hôpital, ça vous donne l'ambiance générale du traitement que vous allez subir là-bas. Un personnel agressif, vous imaginez, vous venez avec une maladie, elle va s'aggraver, c'est de cela dont je parlais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je voulais nuancer en disant à Christian, peut-être qu'il n'a pas suivi la dernière actualité, je ne défends pas les pouvoirs publics, mais j'ai quand même noté, il y a une campagne en ce moment du côté de Douala, l'arrondissement Douala 5e, nous sommes à Douala, l'arrondissement Douala 5e, où le nouveau sous-préfet vient de fermer 8 cliniques, entre guillemets, clandestins, entre guillemets. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonsoir, ça est, oui, on vous écoute. Vous voulez réagir par rapport au thème du jour? Oui, bonjour madame Beaupré. Bonjour monsieur, bonjour. C'est de la part de toujours de presse de Trinconjon. Bonsoir, bon après-midi, monsieur Lendana. Oui, bon après-midi. On vous écoute, monsieur. J'aimerais tout simplement dire que tout ça émane de la vocation parce que nous nous retrouvons aujourd'hui.
Ah, malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées de Konjok. Ça doit être un problème de réseau. On espère qu'il va nous revenir. De toute façon, la ligne est ouverte. Hein. Pour vous qui voulez participer au débat, à cette émission, qui voulez donner votre point de vue ou alors un témoignage, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Question, Lucas? Oui. Avant de continuer, parce que tout à l'heure, avant le téléspectateur, j'étais en train de dire quelque chose. Oui, oui. Mais avant de revenir, juste une parenthèse pour dire à Gilbert que c'est vrai, le sous-préfet a fait, mais on est aussi un peu habitué à ce genre de parade. Parce que c'est aussi, c'est un peu comme ces sous-préfets qui viennent fermer des bars. Et derrière, le lendemain, ça revient. Bon, je ferme dans la parenthèse pour continuer et dire que lorsque j'ai indexé les centres de santé qui naissent comme des champions dans nos quartiers, je parlais de ce cas d'une infirmière qui a pris sur elle d'opérer une femme enceinte à l'aide d'une lame de rasoir. Mon Dieu. À l'est du Cameroun. Ça fait partie des motivations de la mise sur pied de cette association. C'est impensable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la foule a voulu lyncher la dame, on a arrêté, on a pris la dame et on l'a gardée au commissariat. Et après, rien ne s'est passé. Quelques heures après, on a libéré la dame. Et rien ne s'est passé. C'est pas normal. On ne peut pas continuer à penser que certains sont Camerounais, d'autres ne le sont pas. Il faut qu'on prenne en charge des Camerounais qui, quel que soit leur statut socio-économique, il faut qu'ils se soignent. Donc, lorsqu'on parle des soins centrés sur le malade, pour revenir sur le thème de la journée de solidarité des malades, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le frère Gilbert parle de l'accueil, c'est tout ça. Il faut que les hôpitaux, lorsqu'on réfléchit sur comment développer des soins... on va vous... Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, madame, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Oui, j'appelle de Douala. D'accord, on vous écoute. Hein? Voilà. Juste une petite contribution par rapport à votre thème. Parce que là, je suis en train de vous regarder. Oui, monsieur, on vous écoute. Vous savez, le traitement dans les hôpitaux est un peu à l'image de tous les domaines dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser, on a du mal à croire qu'un hôpital, c'est vraiment un endroit où on va parce qu'on a un problème, et qui plus est encore un problème de santé, c'est-à-dire quelque chose de délicat. Parce que les choses se passent aujourd'hui telles que on a l'impression qu'ils profitent de cet état de santé. Le personnel médical profite de cet état de santé qui n'est pas bon pour vous arnaquer et pour vous malmener à leur vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a laissé les compétences de côté carrément, leurs compétences de médecin. Maintenant, les hôpitaux, c'est les centres de business. Et tout le monde sait comment ça se passe. Et tout le monde regarde. Personne ne réagit par rapport à ça. Vous arrivez dans un hôpital, il y a des gens qui sont devant l'hôpital, qui sont là en train de vous solliciter. Des autres centres, des cliniques et autres, qui sont là devant cet hôpital. Le personnel de cet hôpital ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant d'un truc comme ça. Ça dit que c'est entre eux. Vous comprenez? Oui, monsieur. Moi, la dernière fois, j'ai fait des problèmes avec ma femme parce que je vais envoyer vacciner l'enfant. Et on m'a dit, moi j'ai appris que les vaccins de 0 à 6 mois pour les enfants, c'est gratuit. C'est vrai. La dame qui vaccine mon enfant, c'est un médecin, elle aussi, elle a certainement une famille. Je peux arriver, je lui donne 2000. Vraiment, comment ça, je dois jouer avec. Mais elle ne doit pas me poser ça. Elle ne doit pas me poser ça. Finalement, tu te retrouves en train de payer un vaccin que tu as entendu à la télé que c'est gratuit. Le médecin, chef de cet hôpital, ne va pas me dire qu'il n'est pas au courant d'un truc comme ça. S'il est au courant, il n'est pas au courant d'un truc comme ça, ça veut dire qu'il est incompétent. Il ne maîtrise pas sa structure. Tu vois? Il ne maîtrise pas sa structure. Il ne peut donc par conséquent pas nous dire qu'il vient à l'hôpital. Sinon, il devrait être au courant. Moi, si j'ai un petit conseil à leur donner, parce que c'est surtout ça le problème. Les gens se plaignent surtout, j'attire surtout l'attention sur cet aspect d'arnaque financière. Donc, si moi j'ai un conseil à donner, ce serait de centraliser ce qui se passe dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on ne paye rien en dehors de la caisse dans un hôpital. Vous allez à la caisse, vous payez, vous revenez avec un ticket et la dame vous donne des points. Vous n'avez rien à payer chez qui que ce soit et vous verrez, ça va marcher. Moi, je pense que ça, c'est notre contribution. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, c'est dommage, hein, il a parlé de... Bonne soirée à vous. Il a parlé de la corruption. C'est dommage qu'on entende parler de corruption dans nos hôpitaux. La morale a-t-elle foutu le camp? On se pose la question. Aujourd'hui, on a des démarcheurs devant les hôpitaux. Tout est payé aujourd'hui, tout est monnayé.
Mais c'est de cela dont on parlait tout à l'heure. Il y a un hôpital juste derrière nous dont je parlais tout à l'heure. Oui. Je parle de cet hôpital parce que je le fréquente presque tous les 2 jours. J'y vais pour d'autres choses, pour regarder parfois des malades et autres. Je vais régulièrement dans cet hôpital. Mais je vous rappelle que les responsables ont engagé des combats pour chasser les agents commerciaux. Les démarcheurs. Les démarcheurs qui sont à l'extérieur. Parce qu'il a relevé un fait important, c'est-à-dire qu'ils sont là. Vous avez parlé d'un hôpital tout à l'heure où tout le monde, ça se sait, hein, c'est pas une nouveauté, c'est pas mon Joya qui le dit. Ils sont là, tout le monde les voit. Le personnel, c'est-à-dire que même le personnel de l'hôpital, voilà, les connaît, mais rien n'est fait. On ne fait rien. Ce qui est plus grave, Audrey, c'est que ces gens abordent tout le monde. Parfois, ils ne savent même pas, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent même pas imaginer qu'il ne faut pas aborder tout le monde pour le lui dire. Plusieurs fois, ils nous ont abordés. Ils m'ont abordé pour me dire, monsieur, vous voulez un médecin? Mais ils sont là, ça veut dire qu'ils le font tous les jours avec tout le monde. Et les responsables et le personnel, ils voient. Il y a quand même ça veut dire que forcément, ils le font avec la complicité des dirigeants. C'est ce que oui. On va prendre un auditeur. Oui, allô? Les patients sont les dindons de la face. Oui, tout à fait. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, les conseils que je peux vous donner, c'est à l'État d'améliorer les salaires des infirmières et des gens qui travaillent à l'hôpital. Après ça, s'ils améliorent les salaires, la corruption va finir. Parce qu'avec les meilleurs salaires que l'État donne aux fonctionnaires de l'hôpital, ça ne peut pas tenir. Ils ont habilité, ils sont poussés à prendre des choses à côté. Si l'État donne un bon salaire, tout va marcher. Parce qu'on donne un infirmier 75 000, 100 000. À Douala, il paye les gens à combien? Il va faire les taxes avec quoi? Ça va le pousser à être corrompu. Oui, c'est les contributions que je peux donner pour que l'État améliore le salaire. De fonctionner, c'est tout. Ça va finir les corruptions dans quel pays. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir apporté. Oui, merci, monsieur Moukete, d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Christian Loka veut réagir. Oui, je voulais dire que, en fait, lorsqu'on parle de corruption, c'est une corruption hiérarchisée dans les hôpitaux. Il y a la corruption au bas de l'échelle avec les personnels soignants qu'on rencontre et tout, qui sont en contact avec les malades. Et où on vous dit, tous les jours vous dormez, tous les jours on vous dit, ça fait 100 francs pour le dossier médical. Je sais pas ce qu'on fait avec le dossier médical pour que ça vous prenne peut-être 100 francs ou 700 francs, ça dépend. Il n'y a même pas d'harmonisation des coûts de prestations. Et puis il y a la corruption au niveau plus élevé avec l'administration de l'hôpital. Parce que tout ce qui se fait à la base, là, c'est-à-dire ça a été organisé depuis le haut. Mais ce qu'on veut nous faire croire, c'est quoi? C'est que le directeur de l'hôpital, par exemple, il vous dit, oui, il y a des affiches là pour dire non à la corruption, payer à la caisse et tout, mais rien ne se passe. Et ils ne font rien. On a pris le cas des démarcheurs tout à l'heure. Ça fait plus de 10 ans que ces messieurs sont là. Ils sont postés là. Chaque directeur arrive, il sort, il prend la presse, il fait la parade. Il travaille en complicité avec les dirigeants, c'est ça? Il travaille en complicité avec les dirigeants, avec les médecins. Je veux dire, c'est une mafia. Et là-dedans, je dis, les usagers, en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, sont les dindons de la face. On les manipule et on fait croire que non, on est en train de faire quelque chose. C'est ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas prendre des Camerounais pour des moutons. Les gens sont conscients de ce qui se passe. Lorsqu'on se plaint, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et je voulais aussi ajouter pour dire qu'il y a des éléments qui échappent au contrôle, par exemple, d'une association comme la nôtre. Nous sommes là pour sensibiliser, pour éduquer. Mais il y a des éléments qui nous échappent, c'est-à-dire le traitement salarial du personnel de santé. Tout à l'heure, le téléspectateur a parlé de 75 000 par exemple. Mais vous avez des Camerounais qui gagnent moins de 75 000, mais qui sont honnêtes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question de responsabilité de tout un chacun. De conscience professionnelle. C'est pas parce qu'on vous donne 75 000 francs que vous allez dire, OK, on me donne 75 000 francs, je suis personnel de santé, je vais arrondir mes fins du mois sur le malade. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, ce n'est pas un problème de salaire. Le salaire n'a pas simplement, je vais dire, les salaires bas ne sont pas simplement dans le domaine de la santé. Il y a l'éducation, il y a d'autres secteurs. Mais comment ils se comportent là-bas? Mais il faut savoir que lorsqu'on prend sur lui de porter la blouse, on a une double responsabilité. Donc on a une responsabilité plus, c'est-à-dire une responsabilité de plus que celui qui est par exemple enseignant. Parce qu'il s'agit d'un domaine de la santé et on parle de la vie en réalité. Donc on ne peut pas
simplement parler je veux dire, de salaire bas pour justifier cette corruption. L'autre élément qui échappe, il y a les équipements. Oui. Parce que, voyez-vous, si on permettait aux gens de donner dans cet argent, s'il faut, pour ne pas encourager la corruption, mais disons-le, on vous demande de payer, vous payez. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est que parfois, on vous dit, il manque des gants, il manque d'oxygène pour faire, il manque ceci. Oui. Il y a un problème. Oui. Permettez-moi de payer, d'accord, je paye cher, mais au moins j'ai droit au traitement. Mais qu'est-ce que c'est? Au bon traitement. Au bon traitement. Mais c'est pas ça. Vous payez à la caisse, vous revenez en salle, vous payez encore, et puis, il y a un autre problème au niveau des ressources humaines. Tout le monde le sait. Un médecin pour 10 000 personnes au Cameroun, c'est énorme. Manque du personnel dans nos hôpitaux aussi. Oui. Ce qui fait que dans un hôpital de référence, par exemple, on retrouve 2 cardiologues. Et pour gérer les 2 cardiologues, comme ils savent qu'ils sont super puissants, ils sont simplement 2 dans la ville, qu'est-ce qu'ils font? On place des démarcheurs, on fait tout pour avoir de l'argent. Et les démarcheurs, c'est quoi? Le démarcheur vient, ils acceptent que vous voulez voir le médecin, il a quelque chose, il a des commissions, et le médecin rencontre en priorité ceux qui sont passés par le démarcheur. Oui. Le reste, vous pouvez attendre des mois. Je prends le cas d'une ville comme Garoua, où il y a un neurologue qui passe là-bas par mois. Et quand il passe, vous pouvez imaginer, la foule, ça fait beaucoup. Et il y a des gens qui, parfois, quand il est de mauvaise humeur ou il est empêché, il ne passe pas. Que deviennent ces malades? Mais c'est catastrophique, hein, quand même, Gilbert et Elizana. Oui, je vais juste nuancer tout à l'heure. Christian n'a pas semblé comprendre le téléspectateur de tout à l'heure. Parce que j'avais appuyé, c'est moi qui vais avoir donné cet argument avant le téléspectateur, que les raisons, les causes de la corruption peuvent être immédiates et lointaines. Je parlais de la formation, je parlais tantôt du traitement. C'est pour cela que lui, il a percé l'absent en parlant du salaire. Moi, je parlais du traitement, mais le salaire fait partie du traitement. Le salaire fait partie des motivations qui peuvent éloigner, mais qui ne peuvent pas éradiquer. Donc, je nuance en lui disant que je suis d'accord avec lui que ce n'est pas parce que vous avez un salaire bas que vous devrez vous livrer à certaines pratiques, parce qu'il y a un problème d'éthique. On va prendre le téléspectateur qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Oui, bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, on vous écoute. Mais je viens à peine de prendre l'émission et puis je lis le thème hôpital au Cameroun, traitement des patients en question. Oui. On dirait aussi AESONEL au Cameroun, traitement, PDE au Cameroun, traitement. C'est un problème systémique au Cameroun. Oui. Okay? Oui. On peut évoquer un détail de salaire, un détail de ceci, un détail de cela. Mais ce que vous devez savoir, en tout cas je ne vous apprends rien, c'est que le directeur de l'hôpital qui est nommé, il est redevable à celui qui s'est battu pour qu'il soit nommé. Vous ne direz pas que c'est dans ces 75 000 francs de salaire qu'il va envoyer la cagnotte à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Je dis non. C'est dans tout ce qu'ils font comme raquet. Et donc c'est un problème systémique. C'est super compliqué, mais c'est malheureux pour un pays dans lequel on ne connaît pas ce qu'on appelle comment on appelle ça, des secteurs sensibles. Oui. La santé, l'éducation, la justice, tout est mélangé. On fait n'importe quoi, n'importe où. Vous allez poser les mêmes questions sur l'éducation. Vous poserez les mêmes questions à la justice. Vous poserez les mêmes... Mais c'est grave. Aujourd'hui, quand on parle de l'hôpital, il y a un secteur de l'hôpital qui paraissait un peu confus, c'est-à-dire un peu délicat dans nos mémoires, c'était souvent la mort. Oui. Mais c'est devenu un foutoir. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi avec les cadavres. Je dis, c'est terrible, c'est malheureux. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste que les gens prennent confiance, parce que c'est tout ce qu'il y a lieu de faire là. Parce que celui qui touche 75 000, il trouve que 75 000 francs est très inférieur pour la gigantesque formation qu'il a fait. Il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser, il va faire autre chose. On a vu beaucoup de gens se considérer le pays au monde où les gens se convertissent en termes professionnels, c'est au Cameroun, le plus c'est au Cameroun. Vous voyez quelqu'un qui a fait des études de médecine, il devient assureur, il gagne sa vie et il est tranquille. Donc s'il trouve que 75 000 c'est bon, qu'il aille faire autre chose. Au lieu de rester là et puis, bon voilà, injecter des gens qui tombent, qui deviennent handicapés 2 jours, pas et tout ça. Donc que les gens prennent confiance simplement. On veut, les plus grands corrupteurs et corrompus sont ceux qui ont plus d'argent en tout cas. Donc ça n'a rien à voir avec le salaire. Allez, je dis bonsoir à mon ami Tracy. Merci beaucoup, hein. Merci monsieur. Oui, il est effectivement revenu donc, sur la question. Donc je voulais nuancer en disant qu'on ne peut pas dédouaner ceux qui font la corruption parce qu'ils ont des bas salaires. On disait quand même qu'à la base,
il faut donner des salaires. Ça fait partie des conditions de travail. Oui. Justement, l'exemple que le téléspectateur précédent prenait, c'était que quand vous regardez quand même dans une ville comme Douala, qui coûte excessivement cher, ça je ne vous l'apprends rien, en termes d'habitat, en termes de transport, en termes de ration, j'allais dire, de tout le conditionnement nécessaire. Si vous avez, si vous êtes payé avec un salaire de catéchiste, vous ne pouvez pas. Vous avez des tendances. Je parlais juste des tendances, mais je dis le domaine dans lequel vous exercez ce dont on parle, c'est un problème d'éthique. Vous ne pouvez pas travailler dans un domaine aussi sensible, et puis vous livrez à des pratiques peu orthodoxes. C'est pour cela que je suis d'accord que pour faire la médecine, il faut avoir la passion. D'ailleurs, dans tous les métiers dont nous parlons, nous avons parlé des enseignants ici. Une fois, on a juste fait une allusion. Est-ce que je fais cette parenthèse? Vous savez, par exemple, qu'il y a une dame qui me faisait savoir qu'il y a son enfant dans une école maternelle. Elle a le sentiment que dans cette école, la maîtresse prend plus soin des enfants dont les parents lui donnent quelque chose en plus. Donc, je prends juste cet exemple pour dire que c'est un problème de culture. Parce que Christian là, en a parlé. Il n'a pas conclu parce qu'il y avait un téléspectateur qui a appelé. C'est un problème de culture. La corruption est un problème de culture. Si vous n'avez pas la culture de l'intégrité, vous ne pouvez pas renoncer à certaines pratiques. Les gens ont le sentiment qu'on est digne par rapport à ce qu'on gagne. On est d'abord digne parce qu'on se fait une image, on se fait une idée et on respecte ne serait-ce que le côté éthique de ce que nous pratiquons comme métier. Et parlant de la médecine, c'est assez honteux, c'est grave qu'on parle de corruption dans un domaine aussi sensible, que l'argent passe avant. Jusqu'ici, on parle de... Allez-y. Oui, Christian a aussi parlé des hôpitaux où les gens prennent effectivement de l'argent, mais ne réinvestissent pas. Moi, j'ai posé la question à un responsable d'un hôpital pour lui demander mais pourquoi est-ce que vous faites payer ça. Il m'a fait comprendre que le ministère de la Santé publique a demandé, on a réduit les budgets des hôpitaux publics, ce que moi j'avais trouvé assez grave. On a réduit les budgets et qu'on leur demande aussi de produire de l'argent. J'ai trouvé ça assez cynique. Assez grave du tout. Ça, c'est des informations que j'ai cherchées et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que on paye ça, on paye ça? Il me dit non, vous voyez l'hôpital est beau, vous voyez à le gazon, là il y a tel matériel, vous voyez, ça rayonne, on a été meilleur hôpital, je ne vais pas vous citer l'hôpital, mais on a été meilleur hôpital. C'est vrai que les gens se plaignent qu'il y a ça, mais nous on réinvestit, mais aussi parce que derrière, on nous demande aussi de produire. Moi j'ai trouvé cela... scandaleux. Oui, grave. Alors, on parle jusqu'ici du problème de corruption, mais il faut aussi noter la discrimination qui existe dans certains de nos hôpitaux. Les plus nantis bénéficient d'un traitement de faveur et les personnes pauvres doivent se débrouiller. C'est ce qu'on observe dans certains centres hospitaliers aussi. Christian Loca. Oui, je veux dire que c'est un peu comme la corruption. Donc il y a un problème c'est une question de conscience professionnelle, mais c'est surtout parce qu'on n'a jamais considéré le malade comme une fin, mais toujours comme un moyen pour atteindre quelques buts égoïstes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous avez un malade, un être humain devant vous, et que vous estimez que moi aussi demain je peux me retrouver dans cette situation, je pense que vous ne pouvez pas verser dans la discrimination. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Et voilà, il y a des choses qu'on ne fera pas. Mais à partir du moment où vous êtes obnubilé par la recherche effrénée du gain, je crois que vous pouvez tout faire. Ce n'est pas simplement la corruption au niveau même de la discrimination. Vous pouvez tout faire. Vous avez des gens qui sont en mission commandée dans les hôpitaux publics. Mission commandée, ça veut dire qu'ils sortent de l'école. Une fois qu'on dit, OK, vous êtes affecté à tel hôpital public, il dit, OK, là, moi, je vais faire ma vie, j'aurai de l'argent, je vais rouler carrosse et tout et tout. Je le dis. Je le dis parce que je l'ai vérifié. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine. En tout cas, rien à voir avec le côté sensible de l'hôpital et tout et tout. Il y a des gens qui sont en mission, ils veulent se faire de l'argent. Les amateurs.
Ou alors des businessmen. Des businessmen, ils sont là pour se faire de l'argent, peu importe si le malade est bien traité ou pas, ils sont là pour se faire. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains centres, là, je vous prends, faites une enquête. Oui. Vous allez dans les écoles de formation, en médecine, etc., infirmier et tout. Vous demandez la tendance, où est-ce que vous aimeriez être après votre formation. On va vous dire. Vous allez voir que la plupart vont vous dire, nous allons, je ne vais pas citer un hôpital, mais je vais dire, ils vont vous dire, nous préférons tel hôpital. Pourquoi en réalité? Parce qu'on sait que, bon, dans cet hôpital, il y a beaucoup de malades qui arrivent et puis il y a des petits business qui peuvent se passer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on arrive déjà à ce stade, c'est très grave pour la politique de santé d'un pays. Et moi, je disais tout à l'heure que, comme l'a dit le Gilbert et les autres, c'est une complicité qui vient de loin, en fait. D'abord, hein, Christian Luka. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, comment vous appelez? Serge Djedjou. Oui, on vous écoute. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct? En fait, oui. Moi, je pense plutôt qu'au Cameroun, il n'y a plus la considération pour la vie. Oui. Vous voyez, l'argent a pris le dessus sur la valeur humaine. Et vraiment, c'est déplorable. Je suis d'accord avec le monsieur qui pense que c'est pas l'argent, c'est pas le salaire qui compte. Vous ne pouvez pas... vous devez investir, je prends un exemple, vous avez un fils, vous investissez sur cet enfant, vous dépensez des millions. C'est parce que vous savez la valeur de la vie, c'est pas parce que vous attendez en retour que l'enfant vous ramène quelque chose, ou bien c'est parce que vous accordez de l'importance à la vie humaine. Si aujourd'hui un développement va s'axer seulement sur l'investissement et que la valeur de l'homme ne passe pas, c'est la raison pour laquelle vous voyez aux États-Unis, les parents Obama font des résolutions pour que même le port d'armes soit réglementé, parce que tant que nous développons et qu'on ne respecte pas la vie, alors où est donc le développement s'il n'est pas humain, s'il est plutôt matériel? Donc moi je pense qu'on devrait voir, en ce sens où les personnes qui doivent s'engager dans le secteur de la santé soient une passion, comme disait monsieur, que ce soit l'envie de sauver des vies. Vous gagnerez des millions ici, les gens meurent des épidémies de choléra auprès de vous. C'est diront dans les millions que vous avez gagnés. Pour dire au monsieur qui disait tantôt, il faut augmenter les salaires. Les personnes qui détournent l'argent au sommet de l'État, elles sont-ils des pauvres? C'est une question de mentalité. Moi, je pense qu'il faut respecter la vie. J'interpelle le gouvernement, les Camerounais, à comprendre que la vie est au-dessus de tout. Moi, je suis enseignant. Tous les jours, j'ai des problèmes, mais je ne vais pas profiter de ça pour dire à un enfant, un peu c'est égal à 3. Qu'est-ce que je gagnerais? Moi, je pense que nous sommes tous une maillon de la chaîne pour construire l'avenir. Et chacun devrait mieux faire. Maintenant, bon, il y a des problèmes, tout le monde le sait. Ça va se gérer au fur et à mesure. Nous vous regardons tous les jours. Imaginez que vous nous donnez une information chaude ce matin. Vous nous dites, la vie de Zola doit brûler ce matin. Et que je déplace toute ma famille pour amener au village. Est-ce que vous aurez mesuré l'impact de la mauvaise information que vous avez diffusée? Pour dire, quel que soit le traitement que nous avons au niveau social, nous avons cette valeur, que nous devons respecter la vie, parce qu'elle n'a pas de prix. Tout ce que j'allais dire, merci beaucoup pour l'émission. J'encourage cette émission. J'aimerais qu'il y ait des répétitions pour nous aider, pour nous éduquer. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Christian Luka, vous avez la parole tout à l'heure. Oui, je reprends pour dire que le monsieur a tout à fait raison. C'est ce qu'on est en train de dire, peut-être avec des mots différents et tout, c'est qu'il faut mettre en avant la passion, il faut d'abord mettre en avant l'être humain. Il faut se dire, parce que je ne comprends pas qu'on aille à l'hôpital simplement pour se faire de l'argent, et en oubliant que demain, on peut se retrouver dans la même situation. Alors, si vous avez un don qui empêche que vous tombiez malade, vous avez quand même une famille. Vous avez une famille et les membres de votre famille peuvent se retrouver dans cette situation. Et comme disait le philosophe Kant, c'est-à-dire lorsqu'on agit ainsi, il faut qu'on le fasse de manière universelle, c'est-à-dire qu'on se dise que si ça m'arrive, comment ça va se passer? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les personnels de santé soient conscients. Maintenant, nous ne sommes peut-être pas encore au niveau des solutions, parce que quand on regarde au fond, les professionnels de la santé sont coupables, c'est-à-dire sont responsables et coupables qui causent du tort à ces messieurs et dames. Donc, je voudrais que tout à l'heure qu'on revienne peut-être là-dessus pour voir comment est-ce que les usagers également n'aident pas ces gens à bien faire leur travail. Parce qu'on a déjà évacué le problème de corruption, etc., manque d'éthique et tout. Mais il faudrait qu'on revienne parce que si on passe le temps
à accuser les personnels de santé. Voyez-vous, ça sera comme si, en réalité, le problème a toujours été les personnels de santé. Mais il y a des malades également qui ne facilitent pas la tâche à ces messieurs. Il faudrait peut-être tout à l'heure qu'on revienne là-dessus. Alors, moi, je vais parler de votre association. Hein. Au-delà de la sensibilisation, vous avez dit tout à l'heure que vous sensibilisez. Quelle action concrète menez-vous sur le terrain? En réalité, lorsque nous parlons de sensibiliser, c'est beaucoup plus sur les droits des malades. Parce que les droits et les devoirs des malades, voyez-vous, lorsqu'il y a beaucoup de malades qui ne savent même pas, je vous prends un cas simple, que vous avez le droit de dire que je ne veux pas de ce médecin. Vous avez le droit de dire que je ne veux pas de cet hôpital. Vous avez le droit de demander toute l'information concernant votre santé. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a dans le corps médical certains qui savent que voici les droits des malades. Mais comme en face, vous êtes un peu ignorant, voilà, vous avez des profanes et tout, ils gardent donc cela et il y a des abus. Donc ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous amenons les usagers à comprendre que voici ce que vous devez faire. Maintenant, au niveau des responsabilités, vous avez également des responsabilités vis-à-vis du personnel de santé et vis-à-vis même d'autres malades. Vous ne pouvez pas entrer dans un hôpital, vous balancez des bouts de papier partout, ça fait sale partout, c'est pas bien. Vous entrez dans une salle, vous bavardez, ça indispose d'autres malades. Donc, c'est tout ça, c'est ce travail que nous faisons. Et nous pensons que, avec l'aide des pouvoirs publics, parce que le dernier mot revient au pouvoir public, ça va aller. Avec l'aide des pouvoirs publics, il faut mettre l'accent sur les soins centrés sur le malade. C'est un concept, une approche droit de l'homme, de la gouvernance hospitalière, qui veut que le malade soit au centre de tout ce qu'il y a comme décision concernant la santé dans un centre hospitalier, par exemple. Il faut que le malade puisse participer à la gestion de son hôpital. Pas des représentants, il y a des groupes de soutien aux malades. La voix du malade doit être entendue dans les instances de décision. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous faites quelque chose pour le malade et vous mettez le malade à côté. Tout ce qui va se faire pour le malade sans le malade sera contre le malade, comme on le voit un peu partout. Donc nous voulons que les malades soient associés à la gestion des hôpitaux. Peut-être des représentants des malades formés, des groupes de soutien aux malades. Nous voulons que les malades aient la bonne information. Entre parenthèses, il y a un hôpital qui est très bien connu ici à Douala pour cette méthode. Il y a un système de paiement dans cet hôpital. Et ce système de paiement, après enquête, parce que nous avons fait des communiqués là-dessus pour dénoncer cette situation, c'est que le système de paiement, c'est une décision qui a été prise à la hâte, parce que l'OMS mettait la pression, vu la corruption qui était déjà généralisée dans l'hôpital. Donc il y avait cette pression. Et donc, à la hâte, on a pris une décision, un groupuscule de personnes a pris une décision pour dire voilà le système de paiement désormais. Les malades ne sont pas concernés et même la majeure partie du personnel n'est pas concerné. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a un directeur qui est revenu quelques années plus tard pour nous dire que à cause de ce système de paiement, l'hôpital a perdu plus de 80% de ses recettes. Donc vous voyez la conséquence, lorsqu'on n'associe pas le malade, lorsqu'on ne met pas le malade en priorité, lorsqu'on prend des décisions, voilà les conséquences qu'il y a. Les conséquences ne sont pas seulement sur le plan financier, parce qu'en réalité, ce que le staff visait, c'était de renflouer les caisses de l'État, peu importe la situation des malades. Mais vous voyez que c'est un effet boomerang. Le retour était fatal au niveau des caisses. Le tout, c'est que l'hôpital a perdu beaucoup d'argent. Je vous épargne des cris d'orfraie des malades par rapport à cette situation. Et ça continue, même s'il y a eu quelques améliorations, mais ça continue. Je pense qu'il faut revoir tout ça là pour permettre aux malades d'être au centre de tout ce qui se fait à l'hôpital. Revoir tout le système, hein. Gilbert et Lisa, on dirait qu'il y a un laxisme quand même au niveau des autorités, du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on dénonce toutes ces pratiques-là, mais c'est connu. Hein. C'est pas ici qu'on le dit, c'est pas la première fois qu'on le dit, c'est connu, tout le monde le sait. Mais rien n'est fait. C'est connu, je ne sais pas si vous avez suivi les ministres en charge de la santé publique du Cameroun. Je ne sais pas si vous l'avez suivi dans un discours où il n'a pas dit que le malade doit être au centre de l'action du personnel médical. Moi, je l'ai suivi, je l'ai suivi tout le temps, mais son discours, c'est que le malade doit être la première préoccupation, donc l'alpha
et l'oméga avant toute chose. Mais est-ce que le dire suffit? Est-ce qu'après, il faut pas qu'il y ait un suivi? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si c'est nous qu'au niveau des discours, ces discours, on les entend tout le temps, depuis près de 10 ans qu'on dénonce. On va prendre le téléspectateur d'abord. Hein. Gilbert Elenzana. Allô, monsieur? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Oui, ça va très bien. C'est Zinga qui appelle depuis la France. Oui. Zinga Angoula. Et que je suis bien en ligne. Voilà. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que les panélistes n'ont pas pris la peine de soulever quand même un problème un petit peu sérieux à l'entrée des hôpitaux camerounais, qui est que, voilà, en lieu et place des pharmacies, ou alors de toutes les formes d'institutions paramédicales qui peuvent accompagner psychologiquement le malade dans sa souffrance, puisqu'on retrouve, il me semble que ce sont beaucoup plus des institutions du genre au groupe funèbre, ou bien alors qui a coûté des morts qu'on retrouve à l'entrée des hôpitaux. Je pense que M. Loka, ou bien M. Christian Loka. Zana devrait quand même... Pardon? Oui. M. Christian Loka, M. Zana, oui. Oui, voilà, M. Christian Loka. Voilà. Alors, il devrait certainement relever ici que ce n'est pas seulement le fait d'être maltraité à l'intérieur de l'hôpital qui pose problème, ce qui pose également problème, c'est cette atteinte psychologique au malade qui est déjà abattu à l'entrée de l'hôpital. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important à relever. Oui. Voilà, et je pense qu'en gros, ce que je peux dire, c'est que tout simplement, je souhaite du bon programme à tout le monde. Oui, merci Zinga Angoula. Merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Justement, c'est vrai. Il a relevé un fait important qui nous avait échappé. Hein. Il ne nous a pas échappé en réalité. Nous n'étions pas hors de l'hôpital. Parce qu'en réalité, Christian l'a relevé d'ailleurs, l'agression n'est pas seulement physique, elle est d'abord psychologique. Donc, lui, il allait un peu plus loin en parlant de l'accueil à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire, là, c'est l'industrie de pompes funèbres qui se développe tout autour de l'entrée des hôpitaux. On a un hôpital d'ailleurs qui est entouré de pompes funèbres. Pas seulement cet hôpital, tous les hôpitaux sont entourés de manière générale. On dirait qu'on veut précipiter les malades dans la tombe. C'est vrai que celui-là est quand même très visible. Parce que lorsque vous arrivez à l'hôpital, même si vous n'étiez pas dans un état très critique, vous avez le sentiment tout de suite que vous êtes en train d'aller pour mourir et que tout de suite on va vous conduire dans ces cercueils qui sont exposés. Et il y a des agents commerciaux, il y a aussi des agents commerciaux qui, on a le sentiment qu'ils souhaitent, même quand on vous voit seulement franchir le portail, on souhaite que vous mouriez, ils vous disent que monsieur, si ça ne va pas là-bas, vous pouvez venir acheter un bon cercueil chez moi. Ça, c'est un élément également à noter, ça fait partie des propositions que nous devons faire. C'est-à-dire, éviter par exemple, c'est une agression psychologique du malade. C'est-à-dire qu'il arrive, il est en train de vouloir entrer à l'hôpital, il voit des cercueils qui sont alignés. Il a le sentiment, tout simplement, que lorsqu'il va dans cet hôpital... On va prendre le téléspectateur d'abord. Oui, allô, bonjour. Je suis d'accord avec lui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Oui, moi, je m'appelle Bakayoko. Oui, on vous écoute. Oui, bon, moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que nous sommes à Abidjan. Oui. Quand je vous entends parler de Douala, j'ai l'impression que nous sommes carrément à Abidjan. D'accord, monsieur. Sauf qu'à Abidjan, il n'y a pas de marcheurs devant les hôpitaux, mais c'est exactement la même chose. Donc, j'ai la nette impression que c'est probablement un problème purement africain. Les gens sont dans les hôpitaux, alors que les hôpitaux ivoiriens sont quand même relativement plus nantis, mais il y a que les médecins, et ils sont relativement mieux payés. En tout cas, au niveau de l'Afrique, ils sont relativement mieux payés. Mais le problème, il est entier. Tel que vous l'exposez, c'est la nette impression que nous sommes à Abidjan, on n'est même pas à Douala, on est à Abidjan. Non, c'est les mêmes problèmes partout alors. Où la corruption est totalement endémique. Les gens font des démarches. Enfin, on dit, bon, il y a des gants, c'est comme M. Loka dit, oui, il y a des gants, il n'y a pas de gants, il faut payer souvent, on vous vend les mêmes gants et on va les cacher quelque part, et après, on vient vous revendre les mêmes gants le lendemain. Et puis bon, quand je dis gants, c'est anecdotique, mais il y a d'autres outils. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous va payer ici même des caisses de passe. Parfois, il y a des médicaments même qui ne sont pas homologués, ou qui sont en perte de vitesse. Les médecins vont prescrire ça aux gens parce qu'eux-mêmes, ils ont des cliniques dehors. Ou des pharmacies dehors.
que vous allez payer. Et écoutez, je ne vous dois pas le prendre, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des hôpitaux chez nous ici, on transpose le matériel que l'État a acheté dans les hôpitaux. Par exemple, un scanner, on va mettre ça dans sa clinique, le médecin va le mettre dans sa clinique, et quand vous arrivez, on dit, ah bon, ce n'est pas ici, ce n'est pas disponible, mais nous vous conseillons d'aller dans tel dispositif sanitaire. Et quand vous allez là-bas, vous payez ça en tant que privé. Et lui, il empoche cet argent. Donc le problème, il n'est pas nécessairement camerounais, il est entier, il est africain, il est subsaharien. Donc voici ma contribution que je voulais apporter à votre superbe émission que je regarde tous les samedis, en tout cas à partir d'Abidjan. Merci beaucoup. Donc moi je vous encourage à continuer. Et puis il faut, tous les grands pays de monter là, généralement, c'est africain. Donc celui qui parle de culture là, c'est probablement la vraie cause, le vrai diagnostic. Voilà. Merci beaucoup, M. Bakayoko, qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire et qui, par la même occasion, nous informe que c'est les mêmes problèmes qu'ils connaissent là-bas. Oui, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire des extensions, parce que nous étions dans le cas du Cameroun. Du Cameroun, bien sûr. C'est un problème. J'ai lu un article d'une étudiante en médecine en RDC, qui a fait d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, et qui a fait son mémoire sur le traitement des malades. Je crois que c'était les mêmes problèmes qu'on évoquait. On n'est pas allé, par exemple, au niveau de la vente des médicaments dont il parlait, ça existe ici. Il y a des médecins qui ont des commissions sur les produits qu'ils prescrivent. Ça, c'est connu. Nous, si vous discutez avec les délégués médicaux, ils vont vous dire que il y a des médecins, oui, ils perçoivent des commissions. Par exemple, sur la plupart des produits qu'ils vous prescrivent et autres, là, c'est connu. Ça, c'est un phénomène mondial. C'est connu comme ça. Donc, mais nous sommes appesantis juste sur les cas du Cameroun parce que c'est ça, on a au moins certaines réalités camerounaises parce qu'on fréquente des établissements hospitaliers tous les jours. Allô? Oui. Allô, bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Monsieur Yinga depuis Douala, je voudrais passer à l'émission. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. On vous écoute. Allô? Oui, madame. Bon, oui. J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression que vous prenez le problème... Allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'on pourra avoir le téléspectateur? Allô? Disons qu'il doit baisser le volume de son téléviseur. De son téléviseur, parce que là, il est en train de suivre. Madame, j'ai l'impression que vous prenez le problème tellement en amont. Il faut aussi le voir en aval. Bon, par exemple, le problème de prise en charge médicale, je ne comprends rien de ce qui se passe au Cameroun. On ne sait pas ce que l'argent du Cameroun fait, alors que le domaine de la santé et l'éducation, c'est des domaines très, très sensibles et très importants dans un pays. Vous avez les élections, des sujets tels que la prise en charge médicale viennent apparaître, relation employeur-employé, rien. Alors, vraiment, il faudrait que nous voyons dans les pays où ça a réussi, pour essayer d'expérimenter au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que nos gouvernants font? L'année commence, c'est fini, les gens sont là, dans les postes, on a l'impression que les problèmes, au lieu de diminuer, ça s'aggrave plutôt. Ah oui, c'est ma contribution, merci. Merci, monsieur, merci. Je ne sais pas, je crois que ce sera le dernier téléspectateur. Je ne sais pas si on pourra encore prendre quelqu'un. On va rapidement conclure cette émission. Avant de conclure, on va parler des conséquences, vraiment en 2 secondes. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle situation? Justement, la conséquence, c'est que les gens vont davantage mourir, puisque si vous n'avez pas d'argent, puisque oui, tout tourne autour de l'argent, nous sommes dans une course effrénée vers le gain, donc vers le capitalisme sauvage, et que à partir du moment où l'être humain passe en seconde position, les gens vont donc mourir dans les hôpitaux. Les hôpitaux vont donc devenir des mouroirs publics, tout le monde le saura. Et puis, les gens n'auront plus confiance aux hôpitaux. Pourtant, il doit y avoir une relation de confiance entre le patient
et l'hôpital qui est censé lui apporter la guérison. Donc voilà les premières conséquences. Voilà, Eric Loka, oui. Conséquences d'une telle situation. Alors, après, on va évoquer les solutions rapidement en 2 secondes. Oui, les conséquences, c'est comme il a dit, les gens vont mourir. Mais je voudrais surtout voir ça sous l'angle pouvoir public. Parce que les décideurs qui sont à la tête de notre pays actuellement pensent que ce qui se passe, c'est pour une partie des Camerounais. Ils ne sont pas concernés, mais c'est tout le pays parce que c'est la force de travail qu'on va perdre. Oui. Parce que vous avez des gens qui peuvent travailler pour l'émergence, pour reprendre le discours officiel, pour l'émergence du Cameroun, mais qui sont en train de mourir. Des gens, on a des intellectuels qui meurent de cette façon, on a des futurs, c'est pas moi, directeurs, etc., qui sont en train de mourir. Et même sur le plan financier, nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre parce que chaque fois qu'on perd, je vais dire, des êtres comme ça, on fait des trucs, ça fait que l'hôpital, comme j'ai pris le cas tout à l'heure de ce système de santé, nous sommes en train de perdre au niveau de l'hôpital. Le système de santé a été institué et ça n'a pas bien fonctionné. Et donc l'hôpital se retrouve dans une situation où 80% de recettes se sont volatilisées. Et comment on va combler le gap? On a parlé tout à l'heure de la subvention de l'État aux hôpitaux publics qui maigrit de plus en plus. Et donc, comment faire? On va toujours s'accrocher sur le malade pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Donc, on perd sur tous les plans, en fait. Alors, la dernière question sera de savoir comment améliorer l'accueil et la prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Gilbert Elinzala. Moi, j'aurais, par exemple, proposé qu'au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé publique, on avait parlé d'un slogan ici en 2000, santé pour tous, en l'an 2000. Ça fait 13 ans, hein. Je crois que quand on entendait ce slogan, on savait que la santé allait être une priorité pour tous les Camerounais et que les soins allaient également être accessibles à tous les Camerounais. Je crois qu'il me semble que s'il y avait quelque chose à faire, c'était de permettre aux Camerounais dont le pouvoir d'achat est déjà très bas, très maigre, de pouvoir ne serait-ce qu'accéder d'abord aux soins primaires. Moi, je pense par exemple que les premiers soins administrés à un patient ne doivent pas être payants. Je pense que les pouvoirs publics peuvent se passer de cela, on peut subventionner cela. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive, il sort d'un accident de la circulation, le temps que vous allez chercher, qu'on vienne payer le carnet, qu'on le prenne en charge, ne serait-ce que le tout premier soin, à ce moment-là, vous pouvez donc maintenant récupérer ou bien facturer tout ce qui va arriver. Après, je pense que c'est la première solution. Et puis, changer l'accueil. Je commence avant les soins. Il y a l'accueil dans les entrées des hôpitaux. L'accueil, comment est-ce que le patient doit être accueilli avant de lui administrer les soins. Je pense que c'est primordial. Ça doit être un élément fondamental pour apporter la guérison. Il ne faut pas graisser les malades, il ne faut pas commencer à lui parler de l'argent, il ne faut pas le stresser, il ne faut pas l'angoisser. C'est d'aggraver forcément sa situation. Et je crois que c'est le visage que nous ne souhaitons pas dans nos hôpitaux. Donc je pense que les personnels médicaux qui nous écoutent doivent prendre conscience qu'ils ont un rôle, ils ont un devoir, ils ont une responsabilité, c'est de sauver les vies humaines. C'est là où on les juge et c'est là où également la nature va les juger. Oui, Christian Loka. Oui, je voulais dire que lorsqu'on a parlé de santé pour tous en l'an 2000, en réalité, il n'y avait rien dans le contenu. Il n'y avait rien dans ce contenant-là. C'était juste un slogan. Maintenant, pour revenir sur la solution, je pense que c'est dans l'air du temps. La couverture maladie universelle. L'OMS a lancé l'initiative et beaucoup de pays, dernièrement, j'étais à Brazzaville pour une session de l'OMS Afrique et à ma grande surprise, les pays comme le Rwanda, le Ghana sont très avancés sur la couverture maladie universelle. Maintenant, au Cameroun, il faut encourager les pouvoirs publics parce que jusqu'ici, il y a eu des efforts sur la gratuité des soins en ce qui concerne la promotion de la santé, la lutte contre la maladie, la rééducation. Mais le problème, le seul service qui reste, c'est le traitement. L'accès au traitement, c'est ça qui pose encore problème. Et donc, il nous faut cette couverture maladie universelle. Et il faut qu'on définisse comment ça va se passer, comment on va collecter de l'argent, est-ce qu'il faudrait que les usagers payent, et comment on va gérer cet argent, et qui va gérer cet argent, etc. Je crois que le gouvernement devrait réfléchir là-dessus, parce que jusqu'ici, il y a eu des bribes d'informations sur une éventuelle couverture qui sera mise sur pied, mais jusqu'ici, c'est dans les tiroirs peut-être et tout, mais rien ne... Je veux dire, on devrait rester dans la logique de l'OMS comme d'autres pays. Le Cameroun peut faire beaucoup de bons en avant si on reste dans ces logiques. Mais
à une condition. Même si on met cette couverture maladie universelle, il faut que les malades soient sensibilisés. Sinon, on va se retrouver dans les mêmes travers. Voilà, merci, merci chers panélistes d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, particulièrement à ceux qui ont appelé ce samedi. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et surtout, pas d'excès. À bientôt. Au revoir.